Plus de 6000, c'est le nombre d'exoplanètes étudiées pour remplacer la Terre. Combien de participants retenus? À peine 70. La plus proche est à plus de 4 années-lumière. Avec la technologie actuelle, il nous faudrait 78 000 ans pour l'atteindre. On n'est pas prêt de quitter notre système solaire. Alors, il a fallu trouver d'autres solutions. Si aucune ne peut supporter la vie autour de nous, on va le faire nous-mêmes. La transformer jusqu'à ce qu'on puisse vivre dessus. Et le candidat est tout trouvé, Mars. Pendant longtemps, on pensait qu'elle était habitable. Mais quand on a vu les images, impossible de transformer ce désert en paradis? Vous avez pas idée de tous les plans que les scientifiques ont mis au point. Quelle étape suivre? Est-ce qu'on a une chance d'y arriver? Il y aurait pas un meilleur candidat à portée de main? On va vous expliquer tout ça. Et il faut penser à l'IA de bord aussi. Gérer le voyage, l'autonomie de l'habitacle, conseiller les colons. Ça se fait pas avec le premier logiciel qui passe. Heureusement pour ça, il y a Mammut AI. Grâce à eux, tu peux accéder aux meilleurs outils IA disponibles sur le marché. Perplexity pour tes recherches web, Claude et GPT quand tu cherches de l'inspiration, ou encore plein d'autres pour le codage et la génération d'images. Tu peux même les faire fonctionner en parallèle pour qu'elles se challengent et te donnent le meilleur résultat possible. Ce qui est génial, c'est que tu peux créer toi-même le catalogue, garder celle dont tu as besoin et laisser les autres de côté. Mammut AI se charge automatiquement de mettre à disposition les dernières mises à jour pour que tu sois toujours au top. Et un de leurs gros points forts, c'est la transparence. Leurs serveurs sont hébergés en Allemagne et tout est conforme au RGPD. Aucun prompt et aucun message conservé est utilisé pour entraîner une IA au fond d'un hangar. Et si ça vous suffit pas, vous pouvez supprimer votre historique à n'importe quel moment. Besoin individuel ou collectif, il y a des offres pour tout le monde. Et à partir de 10 € par mois, franchement, c'est abordable. Donc si vous voulez en profiter, on vous laisse suivre le lien en description. Le plus grand danger de la planète rouge. Le manque d'oxygène, aucune trace d'eau liquide, tout ça vient d'un seul et même problème, la disparition du champ magnétique. Sur Terre, il est créé par le noyau, une boule de fer et de nickel en fusion, 5400 degrés. À cause de la chaleur, ce métal fondu bouge de lui-même, ajoutez la rotation de la Terre et ça crée de la friction, comme la dynamo qui charge la lampe de votre vélo. Sauf que la surface de Mars a refroidi trop vite. Le noyau est toujours liquide, mais a perdu trop de chaleur, pas assez de mouvement à l'intérieur, donc plus de champ magnétique, plus rien depuis 4 milliards d'années. Il y a bien quelques traces résiduelles, suffisant pour créer des aurores boréales martiennes, mais pas assez pour protéger qui que ce soit. En posant un pied là-bas, on prendrait 2,5 fois plus de radiation qu'à bord de l'ISS. Avec les rayonnements solaires, l'atmosphère a été complètement détruite, comme si on la décapait à la sableuse. 100 grammes en moins chaque seconde. Sans elle, impossible de conserver la chaleur et rendre la planète habitable. Si on veut la coloniser sans vivre sous des dômes, pas de choix, il faut relancer la machine. On pourrait faire comme dans le film The Core, faire péter le noyau à coups de bombe atomique pour le recharger. Spoiler, ça fonctionnera pas. Mieux, on fera remonter la température, mais elle se dissipera rapidement et rebelote. On a quand même déniché deux solutions. La première, injecter du matériel radioactif directement dans le cœur. Mais pas n'importe lequel, des isotopes d'uranium, de thorium et de potassium. En se décomposant, ils changent d'espèce et libèrent de l'énergie. C'est exactement ce qui se passe sous nos pieds. Et ça, pendant des millions d'années. Comment on les envoie là-bas? Grâce à ça, des capsules de tungstène ultra résistantes. On charge tout à l'intérieur et on pose ça à la surface. La chaleur va lentement faire fondre le sol. Le chargement fera tranquillement son chemin jusqu'au cœur. En théorie, ça fonctionne. En pratique, on parle d'un trajet de 1500 km. Il faudrait plusieurs siècles. L'autre problème, c'est la quantité. Pour alimenter une planète entière, il faudrait plus de matière radioactive que ce que contient toute la croûte de notre globe. L'autre solution est bien plus prometteuse. Créer un écran de protection qui engloberait toute la planète. On aurait juste besoin d'un aimant qui ressemble à celui d'une IRM. Ça vous paraît dingue? Pourtant, c'est un vrai projet. Grâce à un courant électrique, il pourrait créer un champ dipolaire, suffisamment fort pour faire dévier le plasma et les vents solaires. Faut juste le positionner à un point précis, entre 1,1 et 1,3 million de kilomètres sur la distance Mars-Soleil. Comme ça, on obtient une traînée qui engloberait toute la planète. 50 à 80% de l'érosion de l'atmosphère en moins, suffisant pour qu'elle s'épaississe et augmente la température de 4 degrés. En l'espace d'une vie, ça permettrait à l'eau liquide d'apparaître sur la planète rouge. Pourquoi on le fait pas alors? Le coût en énergie, 65 gigawatts minimum, la production électrique de toute l'Allemagne. Faudrait brancher ça sur une centrale nucléaire flottant dans l'espace. Et même si l'aimant est pas immense, l'installation pour qu'il soit suffisamment puissant, elle, est gigantesque. Il faudrait assembler tout ça directement sur place, dans un coin de l'espace, hors de notre portée. Construire un anneau magnétique autour de la planète, projeter du plasma en orbite constante ou simplement des habitats high-tech protégeant du danger. Même si on y arrivait, ce serait que la première étape de notre conquête. Comment respirer sur Mars?
La manière la plus rapide, c'est de larguer des armes thermonucléaires. La méthode d'Elon Musk met tout le monde d'accord. Vous voyez ces deux zones blanches aux extrémités de la planète? C'est son pôle nord et sud, une immense étendue de CO2 gelé. En envoyant des bombes suffisamment puissantes, on pourrait tout vaporiser. Entre 12 et 30 milliards de tonnes relâchées en un instant. Assez pour créer une atmosphère et un effet de serre bloquant les rayons du soleil et réchauffant la surface. Ben pas du tout en fait. Vous n'obtiendrez à peine 1,2% de la pression atmosphérique terrestre. Pire, avec toutes les poussières et particules projetées dans les airs, ça pourrait cacher les rayons du soleil et créer un hiver nucléaire. La pierre martienne a également absorbé beaucoup de gaz. En chauffant le sol, on pourrait la forcer à tout relâcher. Mais même en exploitant chaque trace présente dans tous les minerais disponibles sur la planète et en faisant fondre tous les lacs gelés qu'on a détectés sous la surface, on dépasserait pas les 7%. À peine suffisant pour empêcher l'eau de notre corps de bouillir instantanément dès qu'on retire le scaphandre, la limite d'Armstrong. Alors pour ce qui est de respirer, déjà il nous faut une grosse quantité d'azote, primordial pour la croissance des plantes et la fabrication de l'ADN. On peut pas s'en passer dans notre alimentation. Il y en a sur place mais pas suffisamment, à peine 3%. Il va falloir qu'on l'importe directement depuis le satellite de Saturne, Titan. 1,45 fois plus d'azote que sur Terre. Bien assez pour créer l'atmosphère dont on a besoin. Est-ce que c'est réalisable? Pas sûr. On a fait les calculs, pour les 3000 milliards de tonnes nécessaires, il faudrait récupérer 100% de l'énergie solaire martienne durant 20 ans. Heureusement, c'est pas la seule ressource. Dans la ceinture de Kuiper, on trouve des astéroïdes d'ammoniac gelé. Un puissant gaz à effet de serre, mais il résiste pas aux UV. Il se dégrade en azote et en hydrogène qui finit par échapper à l'attraction, car il est trop léger. On n'aurait même pas besoin d'aller les chercher, juste de dévier leur orbite pour qu'elles croisent celle de la planète et la percutent. On l'a déjà fait avec le projet DART, en envoyant une sonde spatiale de la taille d'une voiture contre le satellite d'un astéroïde. Ça a modifié son ellipse de plus de 30 minutes. Pour réussir, il faudrait l'impact de 40 astéroïdes, de 10 milliards de tonnes. Avec ça, on obtiendrait une atmosphère viable en 50 ans, et 25% de la planète serait recouverte d'1 mètre d'eau. Manque plus qu'une seule chose, l'oxygène. Pas assez et l'air serait irrespirable. Trop et des incendies se déclencheraient spontanément. Heureusement, on a déjà commencé à produire directement sur place. Je vous présente Moxie. Grâce à une pompe, il aspire le CO2 pour le briser en ions oxygène et en monoxyde de carbone. Tout ça grâce à une électrolyse solide chauffée à plus de 800 degrés. Avec 95% de CO2 dans l'air, il a tout ce qu'il lui faut. Depuis son arrivée sur Mars il y a 5 ans, il a déjà produit 122 grammes d'oxygène pur à 98%. Assez pour permettre à un petit chien de respirer pendant 10 heures. Bon, il tourne pas en permanence. À peine 16 démarrages. Au maximum, il a produit 12 grammes par heure. 2 fois plus que ce que la NASA espérait. Presque autant qu'un petit arbre. Ça pourrait bien être ça qui remplacera les forêts quand l'homme fera son premier pas là-bas. Le réchauffement climatique serait la solution. On a un petit problème. C'est bien beau de pas choper un cancer chaque fois qu'on met un pied dehors et de pouvoir respirer. Mais on se les gèle! La planète reçoit à peine 43% de l'ensoleillement terrestre. Si la journée on est autour de 20 degrés et la nuit ça descend à moins 70. Si on veut pas se prendre la tête, le plus simple, c'est de polluer à mort. Envoyer tous nos gaz à effet de serre là-bas, jusqu'à ce que la température devienne acceptable. Bon, par contre, on évite tout ce qui est à base de chlore. Pas la peine de trouer l'ozone qu'on vient juste de mettre en place. Le top du top, l'hexafluorure de soufre. Il retient 24 000 fois plus la chaleur que le CO2. On pourrait aussi construire des usines qui mineraient le sol pour recracher volontairement des chlorofluorocarbures. Au minimum 300 millions de tonnes de gaz. 3 fois la production terrestre en 20 ans. Par contre, après, il nous faudra des dizaines, voire des centaines d'années pour dépolluer. Pour éviter ça, il y aurait le rayon de la mort d'Archimède, un disque qui dévie et concentre l'énergie solaire en un seul point. On pourrait faire pareil avec des miroirs géants. Placés en orbite, ils réfléchiraient la lumière pour réchauffer la planète. Des soletas. Les Russes ont déjà tenté l'expérience dans les années 90 avec une version de 20 mètres, éclairant une zone de la Terre en pleine nuit. Par contre, là on parle d'un engin de presque 250 km de long. Tu regardes ça avec un télescope et tu vois ton reflet ou tu te crames les yeux. Bien trop lourd pour être fabriqué sur Terre puis envoyé par fusée. Le mieux ce serait de le construire directement sur place ou en exploitant les ressources aux alentours. Comme Phobos, une des lunes de Mars. Il y a aussi les minerais à l'intérieur des astéroïdes, mais ça veut dire être capable de se poser sur un corps en mouvement avec une microgravité. Trop de chances de rebondir à la surface et de rater la cible. L'alternative serait d'envoyer des particules dans l'air, de la poussière martienne ou bien des paillettes métalliques qui resteraient en suspension. Frappées par les rayons du soleil, elles retiendraient bien mieux la chaleur que le gaz, plus 30 degrés Celsius en quelques mois. Il y a même un projet pour peindre la banquise en noir. Ben oui, si on vous dit de porter des vêtements
complètement blanc pendant la canicule, c'est pas pour rien. Il renvoie la lumière alors que le noir l'absorbe. Elle servirait de radiateur de poche. Et si on peut pas s'y rendre pour faire le travail nous-mêmes, autant envoyer un agent sur place, une bactérie génétiquement modifiée pour survivre en environnement hostile. Et on a déjà des candidats. Comme la forme de vie la plus résistante aux radiations, elle survit à des milliers de fois la dose létale pour l'homme, même capable de résister à un impact d'astéroïde. En bonus, elle pourrait même dépolluer les sols. Ils sont remplis de perchlorate 0,4 à 0,6%. Ça paraît pas beaucoup, mais pour nous, ça peut déjà être mortel. En lui implantant les gènes d'une autre bactérie, elle devient capable de les dégrader et de créer de l'oxygène. On pourrait aussi se servir d'un lichen. On l'a laissé attaché 18 mois en dehors de l'ISS, on l'a ramené à l'intérieur, il a repris la photosynthèse. Il pourrait devenir les premiers habitants de la planète rouge, préparant le terrain avant notre arrivée. Les prochaines conquêtes de l'homme. Même si Mars est morte, elle a trouvé un équilibre. Faire pencher la balance de l'autre côté demanderait des efforts continus pendant des millions d'années pour qu'elle se stabilise à nouveau. C'est pour ça qu'aujourd'hui on cherche plutôt des solutions ailleurs, comme la Lune, beaucoup plus proche et donc bien moins chère à coloniser. Elle regorge de minerais à exploiter. C'est pour ça que la mission Artemis 2 a eu lieu, faire les premiers tests de vol en prévision d'une base lunaire. Ressources, matériel, habitacles, 73 alunissage prévus au total. Et on travaille déjà sur comment faire en sorte que tout se passe bien. Parce que la régolithe lunaire, c'est hyper dangereux. Là-haut, pas de pluie ou de vent, donc pas d'érosion. Vous voyez de la poussière, mais en fait, c'est des milliers de fragments tranchants comme du verre. Et ils volent en suspension. Ils peuvent se glisser absolument partout. Joints d'étanchéité, conduits de ventilation et même les poumons. Sur les 12 astronautes qui ont mis le pied sur la Lune, ils ont tous déclenché des symptômes. Nez bouché, irritation de la gorge, les yeux qui grattent et des éternuements. Le rhume des foins lunaires. Ça va nécessiter des habitacles particuliers pour une protection complète. Surtout que cette fois encore, pas de magnétosphère. Elle en avait une, il y a 3,5 milliards d'années. Et l'atmosphère nous protégera pas. On vous a déjà dit qu'il n'y en avait pas là-haut. Eh ben c'est faux. Elle est juste extrêmement faible. À peine le poids d'un autocar. Pas suffisant pour arrêter les rayons cosmiques ou faire brûler les astéroïdes avant qu'ils touchent le sol. Et oui, les cratères que vous voyez à sa surface sont pas là pour faire joli, c'est des impacts. On devra sûrement se résoudre à construire nos villes en sous-sol, à l'intérieur de tunnels de lave 10 fois plus grands que ceux qu'on trouve sur Terre. Et pourquoi pas dans le ciel plutôt? C'est un vrai projet, mais pas sur la Lune, sur Vénus. Son orbite passe plus près de la Terre que Mars. On pourrait envoyer une fusée là-bas tous les 19 mois. La température à sa surface est de 460 degrés. Foutue canicule. Mais à 50 km d'altitude, on tombe entre 30 et 70 degrés. Aussi haut, la pression atmosphérique est exactement la même que sur notre globe, et la gravité est 90% de celle de notre planète. Le choix parfait. Faut juste trouver un moyen de survivre en flottant. Mais ça aussi, on y a pensé. Vous voyez les dirigeables? Remplis d'un gaz plus léger que l'air pour pouvoir flotter, l'hélium. L'atmosphère de Vénus est composée de CO2 ultra dense. L'air qu'on respire flotte à sa surface. On pourrait littéralement vivre dans des ballons transparents. Et pas de risque qu'ils éclatent, ils sont pressurisés. Même si ça arrivait, ça serait plus une fuite lente qu'on aurait le temps de reboucher. Non, le vrai problème, c'est plutôt les puits d'acide sulfurique. Même avec une IA de bord performante, on pourra pas y échapper. Mais en attendant d'en arriver là, ça veut pas dire que vous pouvez pas en profiter vous aussi, avec Mammoth AI. Il y a juste à cliquer sur le lien pour voir leurs offres. Aujourd'hui, la NASA est formelle. On n'a pas accès à la technologie nécessaire pour terraformer une planète. Et même si c'était le cas, ça demanderait des ressources colossales. Réussir voudrait aussi dire abandonner la colonisation. En créant un environnement propice, la vie pourrait apparaître d'elle-même. Des bactéries ou des microbes d'origine martienne. On aurait l'obligation de tout arrêter pour les laisser se développer et conquérir eux-mêmes leur planète. Et même si ça arrivait pas, on changerait à jamais l'espèce humaine. Est-ce que la grossesse est possible en apesanteur? Ou avec une gravité plus faible que celle de la Terre? Les humains nés là-bas finiraient par changer. Des milliers d'années d'évolution pour s'adapter au monde dans lequel ils vivent. Incapables de revenir sur notre planète sans être écrasés par la gravité, ils auraient plus rien à voir avec nous humains, formant une nouvelle espèce, Homo martis.